Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un concept que vous aimez beaucoup. Et oui, c'est reparti pour un mercato idéal et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et avec mon maillot, c'est évidemment le mercato idéal de Manchester United et il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de ménages. Après avoir fait le mercato idéal du meilleur club français, le Paris Saint-Germain, être parti en Allemagne, faire le mercato idéal du meilleur club allemand, le Bayern Munich, j'ai décidé de partir en Angleterre et on risque aussi de rester un petit peu en Angleterre pour le prochain également. Je vous mettrai un petit sondage dans la communauté pour savoir quel club anglais vous aimeriez que je fasse au prochain mercato. Et ensuite de ça, ce sera le dernier en Angleterre. On partira très sûrement en Espagne ou bien un petit retour en France. N'hésite pas du coup à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Et n'hésite pas évidemment à liker la vidéo si elle t'a plu et à me faire tes retours en commentaire. Je suis un amoureux du football et de la Première Ligue, mais je ne suis pas évidemment le plus calé sur Manchester United. J'ai fait mes petites recherches et j'ai évidemment aussi mes connaissances, ma sensibilité. J'ai 30 ans, j'en ai vu des époques à Manchester et j'en ai connu des joueurs emblématiques et il y a beaucoup de choses à dire pour moi. Il y a pas mal de changements, donc j'attends vos retours en commentaire et évidemment, soyez quand même indulgents parce que il se peut que je rate quelques informations tout de même. Allez, j'ai hâte d'avoir vos retours. On est parti pour la vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et on est parti. Let's go. Qu'on soit supporter de Manchester United ou pas, c'est un club qui ne laisse pas indifférent, c'est un club qu'on suit toujours et qu'on aime suivre, qu'il gagne ou qu'il perde. United aujourd'hui c'est très spécial et pour moi c'est à des années-lumière du club historique qu'il a pu être. Il reste évidemment un club historique, mais tout ce qui se passe depuis plusieurs années, franchement, c'est pas normal pour un club comme Manchester United. Et il est grand temps que Manchester United retrouve sa splendeur, tant à l'échelle européenne que à l'échelle nationale, parce que, encore une fois, cette saison, c'est une saison où ils ont failli ne pas finir européen et finalement, grâce à cette FA Cup, ils iront en Europa League. Alors, certains diront oui, c'est toujours mieux d'avoir un trophée, c'est vrai, mais à un moment donné, quand tu pratiques un tel football à Old Trafford, quand tu finis aussi loin en championnat, sincèrement, ça fait de la peine. Et quand tu ne fais même plus partie du Big Four, voire du Big Six, parce qu'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 4, 5, 6 places en Ligue des Champions. Franchement, c'est grave. Donc ouais, pour un club aussi grand, aussi historique, qui a connu des époques exceptionnelles avec des Bobby Charlton, des George Best, des Eric Cantona, des joueurs emblématiques, même de par leur caractère, quand tu vois des Van Nistelrooy qui a pu avoir, des Juan Sebastian Veron, des Tevez, des Rooney, bref, des joueurs qui ont toujours été mythiques, Paul Scholes, Beckham, Ryan Giggs, bref, c'était des joueurs de caractère. Et j'insiste avec cette petite intro parce que pour moi, aujourd'hui, pour retrouver la grandeur de United, on a besoin d'avoir des joueurs de talent, mais surtout des joueurs qui mouillent le maillot et des joueurs de caractère. S'imposer et réussir à United, ramener ce club dans les meilleurs clubs du championnat anglais et à l'échelle européenne, il faut obligatoirement des joueurs qui ont du caractère. On ne s'impose pas facilement à United comme on peut s'imposer dans un autre club. C'est un club spécial, c'est une atmosphère spéciale, c'est une culture spécial Manchester United. Et pour moi, aujourd'hui, il faut aller chercher des joueurs qui ont envie de venir, qui mouillent le maillot et surtout qui ont du caractère et qui ont de la personnalité. Et vous allez voir du coup dans mon mercato, ça va se ressentir forcément. Et d'ailleurs, on peut le voir directement. On est parti donc avec le visuel qui va nous accompagner tout au long de la vidéo. On peut le voir directement avec l'ossature que j'ai décidé de garder en priorité. Et on voit qu'il y a des joueurs de caractère, il n'y a pas de secret. André Onana, bon, une saison mitigée, mais c'est un joueur quand même qui a du caractère. Pareil pour Lisandro Martinez. Est-ce que c'est étonnant qu'un mec comme Licha s'impose à United et réussisse? Bah non, pareil pour Bruno Fernandes, qui est le meilleur joueur de United depuis X années et qui normalement devrait rester et prolonger. En tout cas, lui, il a dit qu'il attendait la réponse de United, que lui, il était à disposition et qu'il voulait rester et qu'il allait faire ce que United demande. Pareil pour Højlund, même si évidemment, on est sur une première saison, il y a besoin d'adaptation et tout, mais c'est un joueur qui va réussir à United, j'en suis certain, parce que c'est un joueur qui est véloce, qui ne lâche pas, qui a du caractère, qui est hargneux, et je pense qu'il est fait
pour réussir à United. Alors maintenant qu'on a posé ces petites bases, parler rapidement du deuxième gardien. Je pense qu'au niveau du gardien, ça ne changera pas, bien qu'Onana fasse pas forcément l'unanimité, ce que je peux comprendre, mais c'est un gardien qui n'a pas forcément été aidé non plus. On sait qu'un gardien, on peut le voir avec Donnarumma par exemple au Paris Saint-Germain, il a besoin d'être aidé par sa défense qui a besoin d'être aidée aussi par le collectif, par le milieu de terrain, par les attaquants aussi qui font le premier pressing. Donc je pense qu'André Onana, même s'il y a eu des boulettes principalement en début de saison et que c'est pas le gardien le plus rassurant, on a vu quand même une saison notamment à l'Inter où il avait été exceptionnel et je pense que c'est un gardien qui a aussi besoin d'être aidé forcément par sa défense. Maintenant, il y a quand même des boulettes à gommer. Le marché des gardiens est très très compliqué cet été, donc je pense que c'est pas du tout le moment d'aller changer de gardien, au moins encore une saison avec André Onana et puis après on avisera. Le deuxième remplaçant que je vous ai mis directement, c'est Mason Mount. Je ne le vois pas partir cet été et je pense qu'au niveau du poste de numéro 10, on a Bruno Fernandes et Mason Mount qui font l'affaire. Mason Mount qui peut également jouer un petit peu excentré, que ce soit à droite ou à gauche, bien que ce soit pas forcément son poste idéal. Et puis tu peux jouer aussi de manière assez offensive avec un 6 et avec deux milieux axiaux offensifs comme Bruno Fernandes et Mason Mount. Donc maintenant qu'on a passé cette base-là. Donc on va démarrer du coup avec le côté gauche et pour moi c'est directement ma première recrue, Théo Hernandez. Alors on va me dire oui, oula, tu commences 70 millions, attendez, vous inquiétez pas, vous allez voir, les comptes seront très équilibrés, ne paniquez pas. Mais premièrement, Malacia, pour moi, c'est pas un joueur qui a le niveau d'United. Ça peut être très bien en doublure ou en troisième choix, mais pour moi, c'est pas un joueur qui réussira à United. Et Luke Shaw, c'est pas le mec le plus rassurant du monde, déjà défensivement, quand bien même il peut avoir un bon niveau offensif ou défensif, mais surtout les blessures. C'est pas un joueur qui est fiable, c'est pas un joueur qui fait toute une saison, c'est un mec qui rate beaucoup de matchs. Et à un moment donné, United a besoin de garanties, a besoin de joueurs fiables. Et donc, moi, j'irai chercher Théo Hernandez. Capitaine, vice-capitaine ou capitaine je crois, du Milan AC, c'est pas pour rien. Et quand je vous parlais de joueurs de caractère avec de la personnalité, Théo Hernandez, c'est le cas. C'est un guerrier, c'est un mec qui a pas peur, c'est un mec qui fait énormément d'efforts. On le voit avec le Milan, on le voit avec l'équipe de France, c'est un joueur fiable qui se blesse assez peu globalement et qui fait des saisons assez régulières et assez exceptionnelles, très très haut niveau. Donc pour moi, il est temps aussi peut-être de changer de sphère un petit peu, changer de championnat, changer d'environnement. On sait qu'il est pisté par le Bayern Munich, qui devrait coûter à peu près 70 millions d'euros. Maintenant, je pense que Manchester a les moyens, bien qu'il ne joue pas la Champions League, a les moyens de le convaincre, tout simplement parce qu'il y a la Première Ligue. Le Manchester a la chance d'avoir le meilleur championnat du monde, le plus bankable. Donc même s'il n'y a pas de Ligue des Champions, Théo sait qu'il va jouer quand même face à Chelsea, face à City, face à Liverpool, face à Arsenal, un championnat ultra compétitif, j'oublie Tottenham, j'oublie d'autres clubs comme ça. Donc sincèrement, ça donne envie. Il y a aussi l'Europa League. A priori, si tu lui vends un projet intéressant avec de bons joueurs qui arrivent, en lui disant l'année prochaine tu vas jouer la Ligue des Champions, je pense que Théo Hernandez viendrait. 70 millions, je pense pas que ce soit un souci pour United. Et là, tu recrutes une valeur sûre pour les 5-6 prochaines années et un joueur qui est fiable directement et qui n'aura aucun problème à s'adapter tant il est fort, tant il a de la personnalité. Et c'est même quelqu'un qui peut jouer aussi plus haut, qui peut jouer dans un système si tu as besoin de piston. Bref, il peut jouer aussi même dans l'axe, il peut te dépanner dans l'axe s'il faut, il peut jouer dans une déf à 3 côté gauche. Bon, bien qu'il soit très offensif quand même, mais franchement, je trouve que c'est le choix idéal pour jouer à gauche. Je ne vous dirai pas que Patrice Evra a réussi côté United pour vous convaincre, mais voilà, je pense qu'un joueur comme Théo Hernandez, ça irait parfaitement. On enchaîne ensuite. Lisandro Martinez dans la défense centrale. Je pense que là, il va falloir une doublure et moi, je vais chercher Mario Hermoso. Il va y avoir des changements en défense centrale et il y a peu de garanties. Pour moi, c'est le gros chantier, la défense centrale. Parce que même si au milieu, devant, il y a quelques joueurs, voilà, mais il y a quand même assez de monde et il y a des joueurs quand même qui sont assez fiables par poste. En défense centrale, je trouve qu'il en manque cruellement. On va avoir le départ de Varane libre. On va avoir... D'ailleurs, je n'ai pas parlé des joueurs qui partent libres, mais on a Martial, on a Evans, on a Varane, on a d'autres joueurs comme ça. Bon, les joueurs libres, ils partent libres, on n'en parle plus. D'ailleurs, Johnny Evans pourrait peut-être servir une année de plus après avoir ce que veut faire United. Mais dans une défense où tu as peut-être besoin d'un 5e central parce qu'il y aura beaucoup de matchs, il faut peut-être y penser. J'en ai pas parlé, mais il y a également la vente de Lindelöf qui normalement devrait partir en Turquie. Pour moi, c'est un joueur qui ne fera pas passer Manchester United dans une autre sphère. Il faut s'en débarrasser. Il y a pas mal de joueurs dont il faut faire un ménage. Côté droit, ma deuxième recrue, Mathis de Ligt. Pour moi, c'est le joueur idéal à placer à côté parce que on sait que Licha, il fait quoi, 1m78, grand maximum, il fait moins d'1m80. On a besoin de quelqu'un qui soit un peu plus rock, un peu plus grand et bien meilleur dans les duels aériens. Ma recrue idéale aurait été évidemment Todibo, mais il y a eu un souci avec l'UEFA. Les règles, peu importe, je ne sais pas si elles ont changé ou pas, mais en tout cas, vu qu'ils vont jouer l'Europa League et que Nice aussi, si je ne me trompe pas, alors il est impossible, vu qu'ils ont le même propriétaire, Ineos, il est impossible pour United
de faire un transfert et donc Todibo quitte Nice pour venir à United. On verra si ça va changer. Peut-être qu'ils auront une autorisation spéciale. C'est vrai qu'il y a d'autres clubs qui ont déjà marchandé comme ça avec le même groupe. On a vu Savio encore qui appartient à Girona, à 3 au City Group de City et finalement qui a signé à City. Il y a aussi eu des transferts entre Salzbourg et Leipzig. Donc bizarre, mais comme ils jouent la même compétition européenne cette année-là, c'est ça qui pose problème. Bon, peut-être que ça changera, mais si ça ne change pas, le vrai profil idéal qui correspond le plus à Todibo en statistique, c'est Upamecano. J'avais regardé les courbes, c'est celui qui correspond le plus. Mais pour moi, on a besoin de fiabilité. Upamecano, c'est pas le plus fiable. Alors, je pense que Mathys de Ligt serait une solution. Il y a Calafiori qui peut être intéressant, mais a priori, il ne quittera pas l'Italie. Donc, pour moi, je pense que Mathys de Ligt pourrait être une bonne solution parce que c'est un super complément physique, grand, très bon dans les duels aériens et très bon défensivement. On va le voir en statistique. Il y a un coup à faire côté Bayern. On sait qu'ils veulent recruter Ronald Araujo. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, ils ne sont pas satisfaits de ces défenseurs centraux actuels. Et Upamecano ou Mathys de Ligt, il y en a un des deux qui va partir. Les deux, un des deux a un bon de sortie. Donc, à voir qui partira. Mais je pense que Mathys de Ligt peut très bien revenir, peut très bien venir à Manchester, un peu comme Jaap Stam, une des légendes de United, a très bien marché, un néerlandais qui avait très bien marché. Quand on regarde un petit peu au niveau des statistiques, on se rend compte que c'est pas mal, notamment offensivement, où il marque pas mal de buts, même progression par la course, on voit que balle au pied, voilà, il arrive à progresser, il est pas il est un petit peu lent, mais ça va, il arrive à casser des lignes, même par la passe. On voit que c'est pas Upamecano ou Todibo, mais c'est quand même intéressant. Il y a de bonnes statistiques, on est dans le vert, que ce soit côté gauche le schéma ou côté droit. Et puis surtout, on voit limiter les pertes de balles. Il y a peu de pertes de balles. Ça, c'est intéressant parce que quand je disais qu'on a besoin de fiabilité, Upamecano, c'est un joueur quand même qui prend des risques et qui perd pas mal de ballons par moment, notamment quand il est sous pression. Donc, c'est intéressant d'avoir un Mathys de Ligt quand même rassurant à ce niveau-là. Pareil pour les duels défensifs. On voit sur le côté droit la courbe bleue. C'est très fort, c'est très costaud et je pense qu'on a besoin à un moment donné d'un rock qui s'impose et qui gagne ses duels. Pareil dans les duels aériens et du coup pour éviter les erreurs, on voit pareil tout en bas, la courbe bleue tout en bas, on voit que c'est pas le joueur qui fait le plus d'erreurs et ça va amener de la sérénité. Et pareil, on parlait d'André Onana tout à l'heure, un défenseur qui te ramène un peu de sérénité, ça aide aussi au niveau du gardien. Voilà pour Mathys de Ligt qui devrait coûter à peu près 65 millions d'euros. On serait à 135 millions de dépenses, mais attendez un petit peu. Ensuite, on passe au côté droit. Pour moi, là, il n'y a pas de doute en fait. Diogo Dalot, c'est pour moi un joueur, mais tellement sous-coté. Je trouve vraiment très fort, très solide, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, a été élu par les joueurs eux-mêmes, meilleur joueur de la saison à United. Si je ne me trompe pas, dites-moi en commentaire si je fais une erreur, mais pour moi, il n'y a pas de débat. Et à un moment donné, il va y avoir beaucoup de changements, mais je pense qu'il y a besoin aussi de garder un petit peu quelques joueurs importants. Vous avez pu le voir, j'en ai pas parlé, Maguire en défense centrale. Alors, on parle d'un départ de Lindelöf, on parle d'un départ aussi du coup de Varane, il y a d'autres joueurs qui devraient partir, on va se retrouver peut-être avec, je crois que c'est Chambala ou quelque chose comme ça, le petit jeune de 19 ans, ou de 20 ans, donc à un moment donné, il faut quand même garder certains joueurs. Et Maguire, c'est quand même un joueur qui a la culture du club, qui est là depuis longtemps, qui peut aider aussi à l'adaptation de certains. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter directement et le faire progressivement. Et je pense qu'un joueur comme Maguire peut encore apporter. On a vu, il y a des saisons, il passe au travers, mais il y a des saisons où il est très bon. Et je pense que du coup, dans la rotation, il va y avoir beaucoup de matchs. Je pense qu'il peut très bien servir. Et moi, personnellement, je le garderai du coup, puisqu'on ne peut pas faire partir tout le monde. À droite, pareil, je garde Dalot et je garde Wan-Bissaka en doublure. Au milieu de terrain, alors là, il va y avoir des ventes. Donc voilà, on va rattraper un petit peu la balance. Van de Beek, pour moi, il faut vendre. Je pense que ça suffit. Je pense qu'il n'a même pas joué à Francfort, je crois. Il faut qu'il retrouve un club où il joue, où il puisse avoir confiance en lui, qu'il retrouve un peu son football. Je l'ai estimé à 5 millions d'euros. Hannibal Mejri, c'est Hannibal Mejri. Pour moi, c'est pareil, il faut vendre. Donc je pense une dizaine de millions. Voilà, on devrait pouvoir vendre les deux pour une quinzaine de millions d'euros. Et puis Eriksen aussi, je pense que ça suffit. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qu'on va recruter, qu'on va aller chercher, qui pourront apporter un petit peu plus que lui. S'il reste, ça ne me dérange pas, mais on a quand même besoin de vendre un petit peu, d'avoir un peu d'argent pour aller chercher certains joueurs. Et je pense qu'Eriksen, je ne vois pas en Eriksen le joueur capable de te mettre une vraie concurrence et de t'apporter quelque chose qui fait que United va retrouver les sommets. Je ne pense pas. Et à un moment donné, il faut aussi que ce club arrête de voir peut-être petit, se trompe sur les joueurs ou sur les joueurs dans qui ils font confiance. Et à un moment donné, il faut passer ce step. Donc, ça suffit avec Eriksen et comme je vous ai mis, Casemiro donc au milieu de terrain. Casemiro qui a 32 ans. Et moi, je pense qu'avec ce joueur, il faut se poser, réfléchir et parler. Parce que Casemiro fait une mauvaise saison globalement. En défense centrale, ça a été une catastrophe. Mais je pense qu'il peut encore apporter et même en tant que titulaire. Je pense qu'il y a des joueurs à cet âge-là qui
soit sont sur la pente descendante et du coup partent en Arabie Saoudite, arrêtent le football et ont tellement gagné, ont tellement joué qu'ils n'en peuvent plus, soit ont des sursauts d'orgueil parce que c'est des compétiteurs, parce que des fois, voilà, tu as besoin de te reposer, entre guillemets, mais d'avoir une petite saison un peu pourrie pour être revanchard, pour te remettre dans le droit chemin. Et regardez par exemple Hummels, 35-36 ans, il fait une super saison cette année avec Dortmund. On a Toni Kroos qui marche encore sur l'eau. Donc pour moi, à 32 ans, Casemiro n'est pas forcément fini. Maintenant, il faut se poser avec lui et savoir qu'est-ce que tu veux faire, mon grand? Est-ce que tu veux apporter à United? Est-ce que tu veux faire une saison de grande qualité? Est-ce que tu veux te bouger les fesses? Est-ce que tu veux courir? Est-ce que tu veux faire une prépa physique digne de ce nom cet été? Ou est-ce que tu veux être sur le banc, ne pas jouer? Et dans ce cas, en fait, ciao, tu vas en Arabie Saoudite ou dans un autre club et puis on recrute quelqu'un d'autre à ce poste. Donc je pense qu'il faut le challenger, lui mettre de la concurrence aussi, mais surtout savoir qu'est-ce qu'il veut faire exactement parce qu'il pourrait encore évidemment apporter. Donc dans tous les cas, moi je vais lui chercher une concurrence. Et je vais prendre Pierre-Emile Højbjerg, tout simplement parce qu'il est libre. Voilà, on est déjà à 135 millions dépensés. Il y a la solution Højbjerg qui ne joue pas trop à Tottenham parce qu'on lui préfère Bissouma, on lui préfère Pape Matar Sarr, on préfère d'autres joueurs aussi dans cette zone. Donc à un moment donné, c'est une opportunité pour moi à prendre. Et quand on regarde en statistique, les deux se ressemblent énormément, vous allez voir. Regardez du coup la courbe et on voit en bleu Højbjerg. On se rend compte qu'il y a beaucoup de qualités communes et il y a beaucoup de défauts communs, entre guillemets défauts. Mais on peut voir que Højbjerg, au niveau de la passe, et ça va être important parce qu'il faut, en poste de 6, il faut être très bon défensivement, ce qui est Casemiro, ce qui est Højbjerg. Mais au niveau de la passe, il faut aussi savoir bien relancer, bien sortir sous pression et trouver des bons décalages, trouver des bons angles de passe pour savoir sortir, que ce soit en transition ou en phase même de possession. Et Højbjerg a quand même cette qualité. On peut voir les key passes, on peut voir les carrying où il monte le ballon aussi balle au pied, plus que Casemiro. Là, on voit que Casemiro, c'est quand même un papy. Je veux dire, on donne le ballon et on ne va pas chercher par la course ou quoi. Et on voit que Højbjerg apporte un petit peu plus au niveau de cette qualité de passe, au niveau de cette vision de jeu, au niveau surtout de monter le ballon balle au pied. Donc voilà, je trouve que ça peut être une vraie bonne doublure, voire même plus. Ça peut être une très très bonne concurrence à Casemiro. Et ce qui est intéressant forcément, c'est les progressive passes aussi. On voit defensive action, tout le côté droit. Les defensive action, les pourcents de duel, on voit que c'est des joueurs qui défensivement sont très actifs, disputent beaucoup de duels et en gagnent pas mal. Et surtout, tout en haut, à droite, progressive passe, on voit que c'est des joueurs, les deux, qui ont une vraie qualité de passe et qui arrivent à faire progresser le ballon par la passe, trouver de bons angles de passe. Et ça, c'est intéressant, surtout quand tu peux avoir des flèches qui partent comme Højlund, qui adore avaler la profondeur, et Garnacho. Ensuite, on enchaîne avec le milieu de terrain à droite. Et moi, j'irai chercher un titulaire, tout simplement parce que McTominay, Mainoo, je les garderai. Et comme je vous ai dit, on parlait quand même d'un milieu assez fourni. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller mettre un énorme budget sur le milieu de terrain. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont là, comme Casemiro, comme McTominay, comme Mainoo, comme Mount, qui peuvent apporter et qui doivent faire un petit peu mieux. McTominay qui n'a pas fait une saison dégueulasse. Mainoo qui est très jeune, mais qui montre déjà un énorme potentiel. Après, est-ce que ce serait intéressant d'avoir Mainoo titulaire indiscutable dès la saison prochaine? Je ne pense pas. Je pense qu'il doit progresser petit à petit, gagner du temps de jeu aussi par ses performances petit à petit. Et je pense que ramener quelqu'un, c'est quand même important. McTominay, est-ce que c'est le joueur, comme je disais déjà par rapport à d'autres joueurs, capable de te faire passer un step et t'emmener en Ligue des Champions, te faire gagner un championnat ou une Ligue des Champions? Je ne pense pas, bien qu'il soit intéressant. Mais je pense quand même qu'il faut le garder dans la rotation parce que c'est un joueur qui peut dépanner, que ce soit là à la place de Rabiot ou bien à la place de Casemiro. C'est un joueur, il y a beaucoup de matchs qu'il faut quand même garder. Et puis c'est aussi, il y a les home ground players, donc il faut penser à ça. Je pense qu'au niveau de ce mercato, on sera bon. Dites-moi en commentaire s'il va en manquer, mais a priori, ça devrait être bon. Donc, je pense qu'à droite, voire même à gauche, il faut de la concurrence. Là, on aurait 5 joueurs pour 2 postes, mais tu as des joueurs qui sont vraiment en dents de scie, que ce soit Casemiro, que ce soit McTominay, Mainoo qui est très jeune. Donc, je pense que d'avoir un Adrien Rabiot, encore une fois, libre, c'est une opportunité incroyable. Et pour moi, c'est un joueur qui pourrait te faire passer un step. On parle de joueurs qui soient décisifs, qui te font passer un step. Pour moi, Rabiot, quand on voit son niveau vice-capitaine de la Juventus de Turin, quand on voit son niveau depuis 2 ans à la Juve, qui domine, qui marche sur la Serie A, ce qu'il apporte aussi défensivement, mais offensivement, on le voit défensivement avec l'équipe de France dans un rôle un peu plus défensif, ce qu'il est capable de faire, on l'a encore vu récemment. Ce qui fait avec la Juventus, même offensivement, le nombre de buts et de passes dès qu'il apporte, c'est hyper important. Et surtout, c'est un milieu de terrain qui a beaucoup de qualité, techniquement, qui casse des lignes, qui a énormément de courses progressives. Et ça, c'est important aussi pour venir aider
aider Bruno Fernandes, pour se projeter dans la surface avec Højlund pour reprendre des centres, qualité dans les duels aériens. Là, avec De Ligt, Rabiot, Casemiro, tu ramènes de la qualité dans les duels aériens, c'est important. Même avec Dalot et Hernandez, c'est pas les plus dégueux sur les côtés. Donc c'est important aussi d'être bon dans ce secteur-là. Les coups francs, quand on a des qualités de tireurs comme Bruno Fernandes, c'est important. Les corners, pareil. C'est important d'avoir des joueurs de tête. Et puis globalement sur le terrain, pour moi, Rabiot, c'est un joueur ultra complet qui pourrait apporter énormément. C'est un profil qui, dans un double pivot ou dans un milieu à 3, pourrait rentrer à merveille. Et donc ça ferait de la concurrence à McTominay et à Mainoo qui pourrait avoir une adaptation aussi. Voilà, step by step, être titulaire à Manchester United la saison prochaine, quand bien même il ait beaucoup de talent, je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Après, jouera qui jouera, il y a beaucoup de matchs et c'est à lui aussi de gagner sa place, c'est à Rabiot aussi d'être bon, de bien s'acclimater. Donc je trouve que là, au milieu de terrain, on est bien garni, on a dépensé 0 €, à part évidemment des salaires, mais je trouve que c'est complet et ça, c'est très bien. Parce que c'est ça le but aussi. Recruter des top joueurs à chaque poste, c'est pas vraiment, déjà en termes d'argent, c'est compliqué. Et moi, je pense aussi effectif. Je pense aussi concurrence, adaptation. Là, on aurait Hernandez et Rabiot, c'est bien, 2 Français. Mais voilà, il faut garder aussi des gars de la maison, McTominay, Mainoo, Maguire. Je trouve que là, pour le moment, c'est plutôt bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on enchaîne avec un gros choix, forcément. Là, ça va, je pense, faire railler un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je pense qu'il va y avoir un gros débat là-dessus. Donc, Garnacho titulaire à droite. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Et donc, vous l'avez vu, vente de Marcus Rashford pour 70 millions. A priori, s'il part, ce sera ce prix-là. Il a un contrat jusqu'en 2028. Mais oui, je fais partir Marcus Rashford et j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous le faites partir ou non? Pourquoi je le fais partir? Parce que d'un point de vue de ce que je peux voir déjà quand je vois les matchs de United, quand je vois la saison de United, quand je vois Rashford, ses qualités, son comportement, même pas appelé pour l'Euro, ouais, pour moi, en fait, ça suffit. Je pense que ce joueur-là, il faut s'en séparer. Ça suffit. Je pense que ça fait trop longtemps qu'on attend que Marcus Rashford nous fasse une top saison, soit régulier, soit bon, soit ailier, soit neuf, et il nous donne jamais satisfaction. En plus de ça, le comportement, il est limite. Alors, certains vont dire, ouais, mais tu pourrais le garder quand même dans l'effectif, il pourrait être utile en backup de Garnacho, en concurrence, ou bien en devant, en numéro 9, en backup de Højlund. Ouais, mais un joueur comme ça, est-ce qu'il a envie de rester remplaçant de Garnacho, remplaçant d'Højlund? Est-ce qu'il a envie de s'asseoir sur le banc? On sait que son comportement, c'est pas le meilleur. C'est pas le mec qui va accepter la concurrence le plus facilement ou le banc le plus facilement possible. C'est un joueur qui crée pas mal de discorde voilà, au quotidien dans le club, qui sort beaucoup, etc. Il y a pas mal de polémiques autour de lui à chaque fois. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi assainir le vestiaire et l'environnement United. Se concentrer sur le sportif, sur des joueurs qui ont envie, qui acceptent la concurrence, qui mouillent le maillot et qui ont du caractère. Mais du caractère positivement pour Manchester United et au service du collectif. Et je pense que Rashford, il est un petit peu trop au service de sa personne et à un moment donné, par rapport à ses performances, naturellement, je pense qu'il faut s'en séparer. Ça fait trop longtemps qu'on attend que Rashford explose, que Rashford ci, que Rashford ça. À un moment donné, je pense que Rashford, ça suffit. Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, si je vais me faire éclater ou pas dans les commentaires. Mais personnellement, c'est la décision que je prendrais, un peu comme au Paris Saint-Germain, on a pris la décision avec certains joueurs comme Neymar, comme Verratti, etc. Ensuite, il va falloir une doublure à Garnacho parce que y a Sancho aussi qui normalement devrait partir, on va en parler juste après. Et moi qui je recrute en doublure de Garnacho, ça va être très compliqué d'aller chercher un ailier vu que déjà il va nous falloir peut-être quelqu'un à droite devant, on va voir, mais on va devoir dépenser de l'argent sûrement à droite et en attaque pour ne pas spoiler. Donc du coup, ça va être quand même difficile d'aller chercher un top player pour remplacer ou concurrencer Garnacho. Donc moi, j'ai tablé sur un petit jeune, j'ai tablé sur Désiré Doué qui peut aussi jouer en numéro 10 ou bien en milieu axial gauche dans un 4-3-3. Mais pour moi, c'est là où c'est son meilleur poste, c'est milieu offensif gauche. C'est intéressant parce qu'on a un mec qui est un peu comme Garnacho, qui est capable, qui est très très fort en dribble, qui est le meilleur dribbleur en Ligue 1, qui est celui qui a réussi le plus de dribbles, qui va provoquer, qui est un peu dans le style de Garnacho, mais qui lui est peut-être un peu plus demi-espace gauche. Et Garnacho, je le vois plus un peu long de ligne, je le vois plus débordé, même s'il rentre intérieur, j'ai l'impression que Désiré Doué, c'est quand même un peu plus axial, de par aussi sa formation. Donc c'est un profil un petit peu différent, mais tout aussi provocateur. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on ne perd pas en qualité de dribble, on ne perd pas en qualité de percussion, on ne perd pas en qualité de déséquilibre. Et ça, c'est intéressant, avec Désiré Doué, qui est un gros dribbleur, qui a une belle qualité de passe aussi, qui doit encore progresser. Et je pense que ça serait intéressant, un step comme United, pouvoir arriver en doublure, sans trop de pression, et gagner du temps de jeu petit à petit, gagner sa place petit à petit, et venir concurrencer donc Garnacho, pourquoi pas gagner une place petit à petit. Mais bref, on va y aller doucement, il a que 18-19 ans, 18 ans je crois, donc tranquillement, et normalement il lui reste 1 an de contrat, donc a priori 40 millions,
30-40 millions, sa valeur est à 30 millions. Ça devrait le faire, surtout que Rennes est un peu réticent à le vendre au PSG en Ligue 1. Donc je pense que si United arrive, Rennes serait peut-être plus enclin à le vendre en Première Ligue, même sûrement. Donc je pense que ça pourrait être une bonne opération pour venir concurrencer Garnacho. J'avais pensé à d'autres joueurs, mais qui sont trop chers. Aaron Gordon, on a aussi Mitoma. Ça pourrait être un petit peu cher et pas sûr qu'en Angleterre, on apprécie vendre à United. Voilà pour la piste Désiré Doué. Comme je vous ai dit, Jadon Sancho qu'on vend à 50 millions. A priori, déjà, c'est un joueur qui était estimé à 40 millions d'euros. Dortmund voudrait l'acheter à 35 millions d'euros, mais à un moment donné, il a fait une top deuxième partie de saison, notamment en Ligue des Champions où il a brillé. Donc, que ce soit Dortmund ou un autre club, pour moi, un Sancho, aujourd'hui, ça part à 50 millions d'euros. Et si Dortmund ne veut pas les mettre, il y aura d'autres clubs qui vont taper à la porte, je pense, vu les performances qu'il a fait ces derniers mois. Donc, on s'en sépare évidemment, 50 millions d'euros, ce qui va ramener de l'argent dans les caisses. C'est très bien, puisqu'avec Rashford et Sancho, on arrive à 155 millions. Et au moins, bon, au niveau de la balance, on est plutôt bon. Hein. Vous paniquez avec Théo Hernandez et De Ligt, mais au final, vous voyez, on s'y retrouve. Donc, côté droit, Anthony, vous voyez Anthony et Amad Diallo du coup en milieu droit, en ailier droit dans la rotation. Pourquoi? Parce que je pense que Anthony n'a vraiment pas le niveau et la régularité sur une saison pour s'imposer à United, ramener United dans les top places et à un moment donné pour moi il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Pareil pour Amad Diallo qui est très jeune, qui a du potentiel mais un peu comme Kobe Mainoo qui va devoir y aller petit à petit et gratter du temps de jeu peut-être devant Anthony du coup petit à petit. Et ma recrue du coup ça ne fait l'ombre d'un doute, c'est Michael Olise pour 75 millions d'euros, c'est sa clause libératoire et je pense que bon c'est a priori le prix auquel il devrait partir parce que je pense pas que Palace soit vendeur, donc il faut aller taper la clause. Ça revient avec insistance, la rumeur Olise, et je pense que ce serait un super joueur. On parlait tout à l'heure de joueurs avec de la personnalité, avec du caractère. Bon, Olise, on est un peu sur la jeunesse, sur la superstar toute jeune, toute voilà, feu follet, dribbleur. Et quand j'ai vu ses statistiques, je vais vous le montrer parce qu'on le voyait déjà sur le terrain. Hein. Je pense que tout le monde a vu ses performances avec Palace. Il a vraiment littéralement explosé dans cette deuxième partie de saison, appelé par Thierry Henry pour les JO et qui aurait peut-être pu être appelé aussi à l'Euro. En tout cas, ça n'aurait pas fait tâche. On l'a vu sur le terrain, on va le voir aussi en statistiques. C'est énormissime, Michael Olise. Alors, comme vous pouvez l'entendre, hein, Olise, je ne sais pas trop comment on dit. On va dire Olise. Je pense que c'est le truc que je dirais le plus rapidement possible. Donc, on va dire Olise. Au niveau des statistiques individuelles, on peut voir au niveau des buts, top 1%. Au niveau des totals des tirs, top 1%. C'est un joueur très offensif. C'est un joueur qui prend beaucoup sa chance. C'est un joueur qui a de l'importance à Crystal Palace et qui a des responsabilités offensives. Et donc, c'est intéressant de le laisser aussi, comme un peu Garnacho, assez libre côté United. Ça va être intéressant aussi de lui laisser des libertés, de s'exprimer côté droit à United. Et je pense qu'il le rendra très bien. Au niveau des passes décisives, top 4%. Au niveau des XA, XG prévus, top 1%. Au niveau des actions menant un tir, top 7%. Bref, là, on est vraiment sur un joueur hyper qualitatif, hyper important offensivement et qui marque, qui fait des passes D, qui apporte du déséquilibre et qui apporte des actions de but. Ensuite de ça, au niveau des dribbles réussis, bon, c'est pas le joueur qui réussit le plus de dribbles, top 13%, pardon, vous le voyez au milieu. Mais voilà, c'est un joueur qui tente tellement que forcément, il y a un petit peu de déchets. Et on peut voir que défensivement, il y a aussi quand même un apport. Crystal Palace qui n'a pas souvent le ballon et qui défend aussi pas mal. On peut voir, hein, interception, balle contrée, même les dégagements, les tacles. On voit même les duels aériens gagnés, hein, c'est pas dégueu. On voit que défensivement, il a quand même une grosse activité. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'avec des joueurs quand même qui donnent beaucoup offensivement, tu as besoin quand même aussi de défendre un petit peu. Tu peux pas laisser ton milieu de terrain tout seul, surtout si tu as des joueurs assez offensifs au milieu. On parlait tout à l'heure de Bruno Fernandes et Mount un peu sur la même ligne. Tu vas avoir besoin quand même d'avoir des ailiers qui aident. On sait que Højlund, il a quand même un gros volume de jeu qui l'aide beaucoup au contre-pressing et au premier pressing pour gêner la première relance. Olise et Garnacho, s'ils y mettent un peu du leur, et on le voit avec Olise bref, je me perds. Voilà, vous avez compris. Mais c'est intéressant d'avoir quand même ce profil-là. Donc voilà, ça offre quand même pas mal de possibilités quand tu as quelqu'un qui est tous aussi fort offensivement, mais tout en gardant une activité très forte défensive. Et sans que ça influe sur ses stats. Parce qu'on voit que les buts, les passes D, etc., c'est quand même intéressant. Peut-être pour ça aussi qu'il réussit, qu'il est que dans le top 13, c'est un grand mot, que dans le top 13% des joueurs qui réussissent le plus de dribbles, parce qu'il a une grosse activité défensive. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant, mais pour moi, ce serait le joueur idéal à aller chercher côté droit. Et en plus, c'est un joueur de Première Ligue, c'est un joueur qui connaît le contexte PL, c'est un joueur qui a déjà affronté les clubs de PL, etc. Donc, c'est bien beau d'aller chercher des mecs en Liga par rapport à Nico Williams, par exemple, ou d'autres joueurs, Gvara, etc. Mais là, au moins, tu as un joueur qui connaît le championnat. Donc, allons chercher une valeur sûre du championnat. Et là, avec Garnacho et lui, tu es tranquille pour même Désiré Doué, tu es tranquille pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années. Voilà pour ma recrue idéale du côté droit. Maintenant, on va finir dernière
recrue, c'est en pointe parce que j'ai été très étonné de voir qu'un club aussi riche que United en Première Ligue et seulement en doublure de Højlund, Anthony Martial, qui n'est même plus un joueur de foot, et Rashford. On compte vraiment sur ces mecs-là pour donner de la concurrence à Højlund, sans déconner. Donc, moi, à un moment donné, il faut aller chercher un autre attaquant. Je pense que ce n'est pas un secret de Polichinelle. Maintenant, au niveau du budget, on est déjà à 100 millions à peu près de balance. Je pense qu'il ne faut pas tabler sur un mec qui coûte 100 millions comme Osimhen, etc. Et je pense qu'on n'a pas recruté Højlund pour rien. C'est pour lui faire confiance en numéro 1 à la base. Mais il faut quand même de la concurrence. Parce que, voilà, il ne faut pas qu'il se repose sur ses lauriers non plus. Et en cas de blessure, avoir quand même un attaquant qui sache marquer des buts et être important. On parle de Joshua Zirkzee, c'est un profil totalement différent, ça peut être intéressant. Mais moi, le joueur que j'irai voir, j'en parlais déjà avec Olysée, un joueur du championnat. Je pense que tu as besoin de garanties et de mecs fiables, donc autant aller chercher un joueur du championnat. Et ça ne fait l'ombre d'un doute pour moi, le joueur idéal. C'est Ivan Toney, en plus de ça, il lui reste un an de contrat. Alors j'ai vu que Tottenham s'y intéressait, avait fait une offre de 40 millions qui avait été refusée donc, par Brentford. Mais à un moment donné, ils sont bien gentils, Brentford, hein, mais il lui reste un an de contrat. Donc si tu le fais pas partir cet été, tu es obligé de le vendre en fait. Donc c'est les clubs qui le veulent qui sont un peu en position de force. Sinon, dans 6 mois, il s'engage libre où il veut. Alors, après, tu me diras, Brentford en Première Ligue n'a pas forcément besoin d'argent. Mais quand même, si tu veux te retourner derrière et aller recruter, pour le fair play financier, tes balances, etc., peu importe, tu as quand même besoin de vendre avec un minimum d'argent. Donc je pense qu'ils vont devoir le vendre. Alors 40 millions, j'ai mis, ça peut être 50, peu importe, ça ne changera rien dans la balance. Mais j'ai mis 40 millions et je pense qu'Ivan Toney est le profil idéal. Beaucoup de caractère, peut accepter de passer de Brentford à United et être remplaçant entre guillemets. Ça va apporter beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère, de la concurrence à Højlund qui va devoir se bouger les fesses, sinon il va se faire prendre sa place. Toney qui a été appelé d'ailleurs en 3e attaquant à l'Euro. Voilà, c'est un joueur qui progresse, c'est un joueur qui est vraiment très très bon, qui marque des buts, qui fait des passes D. C'est un joueur qui a du caractère, c'est un joueur qui sur le terrain fait beaucoup de diff, qui court beaucoup. Donc je pense qu'il a aussi du génie en lui. Donc ouais, je pense que ça peut être un profil intéressant pour doubler Højlund et aussi ramener évidemment de la concurrence. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On a 155 millions de ventes avec Sancho, Rashford, Eriksen, Van de Beek, Mejri, Lindelof, les départs aussi libres. Et comme recrue, on en a combien? 2, 4, 6, 8 je crois. Toney, on a des joueurs libres, 3 joueurs libres, donc ça c'est important aussi pour les finances. 290 millions, donc ça fait à peu près 140, 135 millions de dépensés. Je trouve que ça va, on est dans le budget. Je pense que Manchester United aura à peu près 150 millions de quoi dépenser. Et c'est dépensé, je trouve, intelligemment. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du 11, mais je trouve que là, tu ramènes des mecs fiables, des mecs qui connaissent le championnat et des mecs qui ont de la personnalité, j'insiste. Théo Hernandez, De Ligt, Rabiot, Olysée, Højbjerg, Toney, c'est des mecs qui ont de la personnalité, c'est des mecs qui ont du caractère, c'est des mecs qui peuvent s'imposer, c'est des mecs qui peuvent respecter ce club, c'est des mecs qui peuvent ramener ce club plus haut qu'il devrait être actuellement. Donc bref, il y a des possibilités de plusieurs systèmes, de plusieurs animations. Il y a un effectif qui est beaucoup plus complet et il y a du caractère et de la personnalité. Et je pense que cet effectif-là peut terminer dans le Big Four de Première Ligue. J'attends vos avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas qu'il y aura le petit sondage pour savoir quel prochain club de Première Ligue on fera. Allez, d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux, ciao.